Aujourd'hui, dans Real Crusades History, nous allons explorer 5 batailles majeures et épiques de la Reconquista, surtout à l'époque des croisades en Espagne et au Portugal. Numéro 1, la bataille d'Uclé, 1108. Depuis la perte de Tolède au profit des chrétiens en 1085, les puissances maures d'Al-Andalus cherchèrent à reprendre cette ville ibérique majeure. En 1108, pour la première fois, en 6 ans, une grande armée almoravide partit attaquer le territoire chrétien de Tolède. Cette armée était dirigée par Tamin ibn Yusuf, le frère de l'émir almoravide, Ali ibn Yusuf. L'armée de Tamin comprenait des forces de Grenade, Cordoue, Murcie et Valence, ce qui en faisait une coalition numériquement énorme. Pour sa première action, Tamin attaqua Uclès, à environ 100 km à l'est de Tolède. La ville elle-même tomba le 27 mai, mais le château résista, obligeant les Almoravides à s'installer pour un siège. Pendant ce temps, le roi Alphonse VI de Léon était bien conscient de l'invasion almoravide et avait déjà envoyé une force de secours. Les Léonnais étaient dirigés par le comte Alvar Fanez, l'un des commandants les plus fiables du roi. L'armée comprenait également le fils et héritier du roi Alphonse, Sancho Alphonse, qui prenait pour la première fois un rôle de commandement lors d'une expédition militaire. Les forces almoravides ont abandonné leur siège de la citadelle d'Uclès pour affronter les chrétiens, qui approchaient. Le 29 mai, juste à l'extérieur d'Uclès, les deux armées se sont affrontées. Alvar Fanez a peut-être engagé les forces maures trop tôt, ce qui a permis aux forces almoravides, supérieures en nombre, de prendre les troupes chrétiennes à revers. Lors de la bataille suivante, l'armée léonaise fut détruite. De nombreux chevaliers de haut rang furent tués, y compris le fils du roi, Sancho Alphonse. Alvar Fanez mena les survivants hors de l'encerclement et réussit à se replier jusqu'à Madrid. Ayant remporté la bataille, les Almoravides décapitèrent les morts chrétiens, qui se comptaient par milliers et entassèrent les têtes en un tas macabre. Un clerc almoravide monta alors sur ce tas de têtes et prêcha aux troupes victorieuses. Le triomphe des Almoravides signifia que Uclès passa immédiatement aux mains des morts, ainsi que toute la rive sud du fleuve Tage, d'Aranjuez à l'est jusqu'à Sorita. Tolède elle-même était en grave danger, mais les Léonnais ont mobilisé une défense qui a empêché les Almoravides de pousser leur avance au-delà du Tage. Malgré cette victoire fantastique, Tolède, le prix ultime, restait hors de portée des Almoravides. La mort du prince Sancho Alfonsus fut un choc personnel pour le roi Alphonse VI, mais elle signifiait aussi que son royaume devait affronter le problème de succession. Finalement, l'absence d'héritier mâle signifiait que la fille du roi, Urraca, monterait sur le trône. Numéro 2. La bataille de Cutanda, 1120. Au cours de la deuxième décennie du XIIe siècle, Alphonse le Batailleur, roi d'Aragon et de Navarre, remporta d'énormes succès contre les Almoravides en conquérant d'importantes parties de la vallée de l'Èbre, y compris les villes de Saragosse et Tudela. La perte de Saragosse fut sans doute le plus grand désastre pour l'islam ibérique depuis le passage de Tolède aux mains des chrétiens en 1085. Ali ibn Yusuf, le souverain almoravide, réagit en rassemblant une armée pour stopper l'avancée d'Alphonse. Au printemps 1120, le batailleur avait déjà mis Calatayud en siège et avait même envoyé des troupes pour capturer Daroca. Ali ibn Yusuf choisit son frère, Ibrahim ibn Yusuf, gouverneur de Séville, pour diriger l'expédition contre les Aragonais. Ibrahim était l'un des plus fiables et talentueux généraux d'Ali, s'étant illustré au fil des années dans la politique ibérique. Ibrahim marcha avec son armée vers la position d'Alphonse, rejointe en chemin par des forces maures de Murcie, de Grenade et de Lérida. L'armée almoravide au complet, qui se dirigea ensuite pour attaquer Alphonse, comptait probablement environ 2500 cavaliers et 5000 fantassins. Alphonse avait de bons renseignements sur leur approche et rassembla ses troupes pour une contre-attaque. En plus des troupes aragonaises et navarraises d'Alphonse, il avait avec lui d'importants alliés français, y compris l'armée du comte Guillaume de Poitiers. C'était un cas rare où l'armée chrétienne pouvait légèrement surpasser en nombre les troupes mauresques. Alphonse prit les Almoravides par surprise le 17 juin près du village de Cutanda, dans la vallée de la rivière Iloca. Une série de charges de cavalerie dévastatrices menées par le batailleur lui-même anéantit complètement les Almoravides. La destruction infligée aux forces maures était si totale que, pendant des années, un dicton subsista.
Les malchanceux étaient comme les vaincus de Kutanda. En conséquence, Calatayud et Daroca tombèrent aux mains des chrétiens. Les conquêtes d'Alphonse le Batailleur furent parmi les pertes les plus dévastatrices pour Al-Andalus au début du XIIe siècle. Jamais plus les Almoravides n'essaieraient de reprendre la frontera supérieure aux Aragonais. Numéro 3. La bataille de Fraga, 1134. Vers la fin de son règne, Alphonse le Batailleur avait conquis d'énormes portions de la frontière de l'Èbre aux mains des Maures. En 1132, Alphonse se sentait prêt à avancer vers Lérida et Fraga. Il rassembla une puissante armée de coalitions aragonaises, navarraises et françaises. En 1133, Alphonse prit le contrôle de la forteresse maure de Meschinenza et il assiégea Fraga. Le siège de Fraga fut long et difficile, surtout en raison du leadership compétent d'Abdallah ibn Iyad, le gouverneur de Lérida, qui harcelait les efforts d'Alphonse autant que possible. Le siège s'éternisa pendant plus d'1 an, ce qui témoigne des capacités d'Alphonse en tant que général, puisqu'il réussit à maintenir ensemble des forces disparates pendant une longue période. Prenant conscience du danger énorme que représentait la campagne d'Alphonse, le gouverneur almoravide de Valence, Ibn Gania, tenta de secourir Fraga à 2 reprises. La première fois, au début de 1134, Ibn Gania fut vaincu. Mais plus tard cette année-là, Ibn Gania élabora un nouveau plan. Le 17 juillet 1134, l'armée almoravide d'Ibn Gania attaqua le camp d'Alphonse. Alors que le batailleur préparait sa contre-attaque, les Maures de Fraga attaquèrent les troupes d'Alphonse par l'arrière. Les combats furent acharnés, mais les Almoravides prirent l'avantage. L'armée d'Alphonse fut dévastée. Son ancien allié, Santoul de Bigorre, fut tué, ainsi que des milliers de soldats français et aragonais. Alphonse lui-même fut blessé, mais il réussit à s'échapper avec un groupe de chevaliers, malgré la poursuite acharnée des Almoravides victorieux. Cette victoire fut importante psychologiquement pour les Almoravides. Après avoir été vaincus à plusieurs reprises par Alphonse le Batailleur pendant des années, les Almoravides réussirent enfin à se venger du conquérant de Saragosse. Les Almoravides ont obtenu quelques gains temporaires avec cette victoire, mais les conquêtes d'Alphonse sur l'Èbre sont restées inchangées. Une tentative des Maures de reprendre Saragosse à la suite de Fraga échoua, et dans les années à venir, les héritiers d'Alphonse non seulement regagnèrent ce qui avait été perdu à Fraga, mais repoussèrent la frontière maure encore plus loin. Numéro 4. La bataille de Portopi, 1229. L'un des croisés les plus prospères de l'histoire fut Jacques Ier d'Aragon, connu dans l'histoire sous le nom de Le Conquérant. Au début de son règne, il annonça une croisade contre l'île de Majorque, alors tenue par les Almohades. Dans sa propre autobiographie, Jacques explique ses intentions en menant cette croisade. « Et nous nous sommes lancés dans ce voyage dans la foi en Dieu et contre ceux qui ne croyaient pas en lui, en les affrontant pour 2 raisons. Pour les convertir ou les détruire et pour rendre ce royaume à la foi de notre Seigneur. Partant au nom de Dieu, nous sommes confiants en sa guidance. » Jacques a navigué avec ses troupes vers Majorque le 5 septembre 1229. Lorsque le roi est arrivé à Majorque et a occupé les ports, une avant-garde sarrasine a commencé à établir un camp devant eux. Raymond de Moncada, l'un des chevaliers de Jacques, a mené une reconnaissance pour évaluer les Sarrasins. À son retour, Raymond déclara « attaquons-les, car ils ne sont rien ». Raymond et une troupe choisie sont alors partis attaquer les Sarrasins, qui ont aussitôt pris la fuite, mais non sans subir de lourdes pertes infligées par les hommes de Raymond. Pendant ce temps, le roi Jacques campa pour la nuit, au cours de laquelle il reçut des nouvelles de ses éclaireurs indiquant que l'émir de Majorque avait rassemblé son armée près des collines du port Porto-Bay. Jacques fit savoir à ses nobles de se préparer au combat, puis il assista à la messe dans sa tente à l'aube. Le matin du 12 septembre, l'armée de Jacques marcha vers la région vallonnée pour attaquer les forces majorquines. L'avancée chrétienne était d'abord un peu chaotique. Jacques était un jeune roi et encore un tacticien largement inexpérimenté. Au début, l'arrière-garde s'est retrouvée séparée de l'avant-garde, et Jacques a été surpris lorsqu'il s'est rendu compte que l'avant-garde s'était déjà engagée contre les Maures. Le comte d'Ampurias et ses hommes, les chevaliers du Temple, ainsi que les frères Guillaume et Ramon de Moncada, furent les premiers à échanger des coups avec les forces majorquines, et Jacques dut se dépêcher de déplacer l'arrière-garde pour les soutenir. Les chevaliers chrétiens finirent par vaincre les Maures. Jacques, avec ses chevaliers et principaux nobles, lança une ultime offensive qui dispersa les dernières divisions Maures.
Jacques occupa Portopie et domina la région montagneuse, ce qui lui donna une position idéale pour attaquer la ville de Majorque elle-même. Les croisés avaient remporté la bataille de Portopie, et finalement Jacques allait conquérir l'ensemble du royaume insulaire. Numéro 5. La bataille d'El Puig, 1237. Après sa croisade victorieuse pour prendre Majorque, Jacques le Conquérant entreprit ensuite une grande campagne pour capturer la puissance maure située directement au sud du royaume d'Aragon, la taïfa de Valence. La croisade de Valence fut annoncée lors d'une cour générale célébrée en 1236 à Monzón. La campagne commença par la prise de la forteresse Mort d'El Puig, située à portée de Valence. Ici, en 1237, Jacques installa une garnison sous le commandement de Don Bernat Guillem d'Anteca. Ensuite, le roi partit pour Tortosa afin de sécuriser davantage de provisions pour ses troupes à El Puig. Avec le roi parti, le souverain mort de Valence, Zayan ibn Mardanish, décida d'attaquer El Puig. Zayan savait que tant que les chrétiens tenaient El Puig, Valence était en grand danger. Zayan espérait détruire la garnison d'El Puig avant que Jacques ne puisse revenir avec plus de troupes. Zayan rassembla une grande armée de soldats venus de Jativa à Honda, une vaste région de sa taïfa, puis il marcha à l'aube sur El Puig. Pendant ce temps, 10 cavaliers aragonais, partis en expédition dans la campagne valencienne, découvrirent le mouvement de l'armée de Zayan et se précipitèrent vers El Puig pour en informer Don Barnet Guillem. Don Barnet ordonna aux chevaliers d'assister à la messe, de s'armer, puis de se rassembler devant le château. Don Barnet pensait que ces hommes avaient un plus de chance contre les troupes de Zayan sur le champ de bataille que piégés dans le château lors d'un siège. Les troupes de Zayan arrivèrent et organisèrent une formation solide avec une infanterie bien armée en première ligne. Zayan fut le premier à attaquer et, au début, ses hommes réussirent à repousser les chevaliers de Don Barnet. Cependant, les chrétiens se rallièrent, invoquant la Mère de Dieu en criant « Sainte Marie, Sainte Marie ». Après une puissante charge des Aragonais, les lignes morts commencèrent à vaciller. À ce moment, les formations de Zayan furent encombrées et certains soldats de l'arrière-garde fuirent. Les chevaliers de Don Barnet attaquèrent violemment l'avant-garde maure, brisant les lignes de front de Zayan. Les morts furent bientôt en déroute, poursuivis par les chrétiens jusqu'à la rivière Sec. L'armée de Zayan subit de lourdes pertes. Pendant ce temps, les Aragonais ne perdirent tant qu'une poignée d'hommes. L'un des rares chevaliers à être tombé fut Ruy Jiménez de Luesia, qui s'était enfoncé profondément dans les rangs ennemis lors des premières attaques et ne fut retrouvé que lorsque ses camarades découvrirent son corps après leur victoire. Jacques était à Huesca quand Guillem de Salas, l'un des chevaliers de la bataille, arriva pour annoncer la nouvelle, le visage encore bandé après une blessure reçue au combat. Jacques récompensa Guillem, puis alla aussitôt à la cathédrale pour y prier en remerciement. Jacques fit chanter le Te Deum Laudamus par le clergé pour louer Dieu de la victoire. La victoire chrétienne à El Puig montrait que Jacques allait sans doute bientôt prendre Valence. Zayan avait parié sur sa capacité à déloger les Aragonais de leur position stratégique à El Puig, mais il finit par perdre un grand nombre de ses combattants. Au final, Jacques remporterait une victoire totale, conquérant l'ensemble du royaume de Valence. Le courage et l'habileté de ses chevaliers lors de la bataille d'El Puig ont grandement contribué à rendre cela possible. Ceci conclut notre discussion sur 5 batailles épiques de la Reconquista. Vous avez peut-être remarqué que plusieurs batailles importantes de la Reconquista n'ont pas été mentionnées dans cette vidéo, et c'est simplement parce que j'ai déjà réalisé des vidéos complètes à leur sujet auparavant. Dans la boîte d'informations sous cette vidéo, vous trouverez des liens vers des vidéos sur la bataille d'Uric, la bataille d'Alarcos et la bataille de Las Navas de Tolosa.